Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast en ciel et marine tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français. Autour de la table avec moi pour cette émission, laissé au repos la semaine dernière, il est prêt à reprendre le brassard et donner de la voix pour assurer ce soir. Notre cher capitaine Romain est de retour. Salut Romain. Salut à tous. Son rejeton a fait une saison dernière exceptionnelle, auréolé de quelques réalisations internationales. Le papa de CSC Off, Quentin, fait sa première dans Les Activistes. Salut Quentin. Salut. Au sommaire ce soir, carnavalet tout cru, retour sur Dunkerque Hack, activez-vous, la rubrique des auditeurs internautes, les influenceurs, le public reviendra-t-il au stade Océane ? Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant. Les Activistes saison 2, c'est parti et tout de suite, jingle Dunkerque. C'est nul! 10 matchs de suite sans défaite, c'est fait depuis une semaine. Maintenant, il est temps de passer à un autre objectif, l'accumulation de points face à des adversaires moins bien classés. Et Romain, ça n'a pas commencé exactement sur les objectifs qu'on voulait samedi soir. Défaite à Dunkerque 1-0. On va analyser tout de suite avec toi et peut-être que la raison de la défaite vient de la composition de l'équipe, car nous n'avions pas notre porte-bonheur Jean-Pascal Fontaine. C'est pas comme si je l'avais annoncé dans les pronos de Benoît Donquel. Forcément, je l'avais dit sur le ton de la plaisanterie que c'était Fontaine qui équilibrait tout le bloc, mais voilà, hein, il était pas là et ouais, donc c'est peut-être plutôt un porte-bonheur, on peut peut-être dire ça comme ça. En tout cas, effectivement, notre totem d'immunité était blessé. Bon, une compo, j'ai envie de dire classique maintenant. Depuis quelques semaines, on a l'habitude de voir et la formation et les joueurs qui s'y trouvent. À part Alioui qui remplace justement Fontaine sur le côté gauche, il n'y avait pas vraiment de surprise. En l'absence de Thierry, toujours Ibnouba devant. Voilà, donc du grand classique, peut-être même trop classique. On le verra par la suite. Peut-être que ça devient lisible et trop classique. Quentin, la composition classique du hack, pour toi, adaptée après 10 matchs de suite, ou est-ce qu'il fallait commencer à renouveler un petit peu cette équipe qui gagne ? Franchement, pour moi, la compo était pas parfaite parce qu'il y a des blessés, mais le milieu me convenait super bien avec Alioui à gauche. Pour moi, c'était parfait. Malheureusement, je trouve qu'il est un peu juste. Sur le match, je l'ai trouvé un cran en dessous hier. Pour moi, c'était pas un joueur de Ligue 2. Clairement, il a perdu, je sais pas, peut-être une dizaine de ballons hier. À chaque fois qu'il prenait le ballon pour percuter, c'était pas terrible. Après, pour moi, c'est la compo, la défense, c'était parfait. L'attaque, de toute façon, on peut pas mieux faire. Non, franchement, pour moi, cette compo-là était parfaite. Compo parfaite, ça commence relativement bien, parce que dès la huitième, Papy Ibnouba va taper la barre suite à un corner de Quentin Cornet. Ça démarre fort, on se dit que ça va passer. Et puis après, je sais pas vous, mais j'ai le sentiment quand même que ouais, il y a du bien, mais on sent pas quand même que ce soit excessivement dangereux pour Maraval, qui au final a pas eu grand chose à faire. Et de la même manière, Fofana de son côté, lui, il a été tranquille. Romain, on aurait pu faire le pari. Est-ce que les gardiens auraient pu enlever les gants pour cette première période, selon toi ? Oui, après, j'ai trouvé des vrais sérieux appliqués. Je l'ai dit à la mi-temps à François Manoury, peut-être un peu trop sérieux justement, mais en tout cas, moi je trouvais qu'en première mi-temps, on maîtrisait plutôt notre match, on maîtrisait plutôt notre adversaire. On n'a pas vu Dunkerque. Ok, on n'a pas beaucoup plus vu le hack, mais on avait le ballon. Et j'ai trouvé qu'ils étaient bien appliqués. Je pensais pas qu'on allait aller vers ce match en seconde période. On en parlera après, on va le développer. Mais en tout cas, sur la première mi-temps, ok, c'était pas très dangereux, mais je pense qu'ils appliquaient bien ce que Paul Le Guen voulait. Et pour moi, c'était pas catastrophique. C'était un match de Ligue 2 contre un mal classé. Voilà, c'est un bloc bas et non, j'ai bien aimé cette première période. Je me suis dit que ça allait se débloquer en seconde. J'ai le même avis, toi. Pour moi, c'était une bonne première mi-temps. On était solide, on était présent dans le duel et on a un manque de réussite parce qu'on aurait pu gagner le 2-0 au moins à la mi-temps si on était en réussite. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de chance. La tête de Ibnouba, elle est parfaite.
Après, bon, le gardien n'était pas dessus. Hein. Franchement, même sur la tête de Mayenbo, s'il la claque mieux, ça peut finir au fond. Moi, je pense que c'est un match qu'on pouvait gagner la semaine dernière, par exemple, hein, sans problème. Hein. Ouais, c'est même un match pour moi qu'on devait gagner si ça avait voulu réussir en première période. Et par contre, en deuxième, on se fait cueillir à la 54e par un joli but de Brahimi, hein, qui met un joli piqué poteau opposé après avoir trompé la défense sur son alignement. J'ai trouvé le but très très beau, c'était sympa. Et ensuite, par contre, c'est les vagues qui auraient pu faire très mal. Fofana qui a sauvé la patrie à plusieurs reprises. Et Quentin, toi, au final, l'ouverture du score de Dunkerque sur sa première occasion, elle fait mal, mais ensuite, ce qui vient derrière, ça n'a pas été génial concernant le hack. Je suis complètement d'accord. La mi-temps commence à peu près sur les mêmes passes que la première. On est au-dessus et puis on prend un but venu de nulle part, en fait. Pour moi, on prend un but venu nulle part et puis derrière, on a pris vague sur vague. On n'avait plus envie de jouer. Manque d'envie, on enchaînait 5 passes mais sans rien faire avec le ballon. Puis je trouvais qu'il manquait un peu de tranchant dans cette équipe du hack. Après, pour moi, j'ai un fautif dans tout ça. J'aurais fait plutôt un changement déjà à la mi-temps, mais... Allez, vas-y. On est là pour ça. Tu peux balancer tout ce que tu veux. Vas-y. Pour moi, les changements tardifs de Paul Le Guen, ça fait mal. Hein. Parce que déjà Richardson, je le trouvais vraiment la limite en première mi-temps. Ali, oui, c'est pareil, mais j'aurais plutôt fait rentrer Abdoulaba directement à la mi-temps. On était trop juste au milieu de terrain. Il y avait pas du tout de percussion. Même en première mi-temps, je trouvais que ça manquait de percussion. On était trop prévisible pour Dunkerque qui était super bien placé et qui a fait un super match hier. Hein. Franchement, on est tombé sur une belle équipe de Dunkerque qui était une des meilleures équipes, qui est une des meilleures équipes en forme en ce moment en Ligue 2 avec 13 points en 15 matchs. Personne ne fait mieux pour l'instant que Dunkerque sur les 5 derniers matchs. Romain, qu'est-ce que t'en penses toi aussi? C'était de cette deuxième mi-temps sans envie, sans enjeu. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'était ça manquait de rythme, mais c'est surtout ça manquait plus de solutions face à ce bloc dunkerquois qui, une fois qu'il mène au score, est quasiment imbougeable. Oh bah c'était un vieux remake de la saison 2020-2021, la seconde période. Hein. On a malheureusement l'année dernière, on a trop eu l'habitude de voir cette équipe dans cette position-là, avec des difficultés de construction offensive. Seconde période, on s'est rien créé du tout. Dunkerque, par contre, a été plus que dangereux. Franchement, je tiens à saluer la tentation du Lob aussi, qui a marqué Cazerie dans l'après-midi avec Saint-Etienne, le même quasiment, et on a failli voir le même sur la pelouse de Dunkerque samedi soir. C'était très beau. L'Everton-Pierre, en effet, qui nous en a fait un joli, un peu près. Il était encore dans le rond, il était dans le rond, mais c'était. Fofana, par contre, là sur la claquette, on sent qu'il a assuré pour le coup. Il n'était pas rassuré de. Moi, je pense que il a l'air rassuré. Il a eu chaud. Après, bon, Brahimi qui marque. Brahimi, je tiens à le rappeler, c'était un ancien de la KV. Hein, il joue encore à la KV l'année dernière, donc c'est toujours un peu dur d'avoir un ancien qui marque contre nous, mais je suis content pour lui. Et sinon, sur cette seconde période, il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, moi, je voudrais revenir effectivement, Quentin en a un petit peu parlé, mais sur le cas de Richardson. Alors attention, hein, je les ai tous trouvés en dessous. Je rentre pas dans la gueule de Richardson. Hein, c'est juste que lui particulièrement, ça fait 2-3 matchs qu'il est moins flamboyant que ce qu'il a pu nous montrer en début de saison. Hein, et on connaît son talent. Voilà, le but, c'est pas de faire le cas Richardson, mais peut-être qu'il est temps un petit peu de faire tourner l'équipe, effectivement. Donc il y a un débat là sur Twitter en ce moment qui parle de refaire rentrer Abdoulaba. Seulement, moi, ce que je vois, c'est que si on fait rentrer Abdoulaba, on change de système de jeu en même temps. J'ai envie de dire presque obligatoirement, parce que Abdoulaba, Paul Le Guen aime l'utiliser sur un milieu en losange et en numéro 10. Donc c'est vrai que c'est pas du poste pour poste, et du coup on déséquilibrerait et on laisserait Lecal tout seul. Pendant un match, je pense que c'est possible, et je pense qu'effectivement contre Dunkerque, on aurait peut-être bien vu le petit Abdoulaba au moins en seconde période. Maintenant, à plus long terme, faut voir, mais c'est vrai que Richardson est peut-être un peu émoussé maintenant. C'est peut-être un peu compliqué, et c'est un problème plus général parce qu'on a beaucoup de jeunes, et encore une fois,
la saison est longue, on rentre dans une période qu'on n'aime pas, c'est l'hiver bientôt, et c'est leur première saison de Ligue 2 véritablement jeune, et tenir 38 matchs, ça va être assez difficile, faut le dire. C'est clair. Puis si on fait nos changements à la 74e minute, franchement, Ali, pour moi, à la 60e, il était déjà cramé. Hein. Il pouvait plus, il tirait la langue. Franchement, tu vois sur les ralentis, il donne pas envie. Hein. Bah c'est surtout pour le cas Ali, moi ce qui me gêne surtout, c'est que je l'ai vu avoir pas mal de déchets techniques, et c'est quand même son point important. Donc ça, c'est vrai que ce qui énerve, c'est que Ali, normalement, s'il est à son niveau, il a sa place de titulaire tous les jours. Qu'on ne fasse pas croire que Ali puisse pas être capable de mettre Fontaine sur le banc, mais c'est tout simplement qu'il est pas fiable. Il est juste pas fiable et il réussit pas à enchaîner les matchs. Alors déjà, pour enchaîner au sein du même match, des fois c'est compliqué parce qu'il y a quand même eu peu de matchs complètement aboutis d'Ali depuis qu'il est arrivé, et ça énerve parce qu'on sait qu'il y a quand même quelque chose avec ce gars-là. Et alors enchaîner plusieurs matchs, on en parle même ça. Donc c'est pour ça que Paul Le Guen, à mon avis, préfère assurer avec un Fontaine qui certes est pas très bon, mais au moins c'est solide défensivement. Tu sais ce que t'as pas avec Fontaine, et c'est bien dommage qu'Alioui est pas capable de mettre un petit peu son grain de sel là-dedans pour essayer de changer la hiérarchie. Concernant Abdoulaba, on se pose la question de savoir pourquoi il est pas titulaire, parce qu'on le voyait lui aussi gros comme une maison être titularisé cette année. Il en est rien, il joue très peu en comparaison avec Richardson forcément. Peut-être que à la vue de ce qui se passe en ce moment, on va peut-être faire souffler un petit peu Amir. C'est compliqué une première saison, faut être capable quand même d'assurer à ce niveau-là. Et voir ensuite, soit on part, comme tu disais Romain, sur un 4-4 de losange, mais là dans ce cas-là, ça veut dire que la solidité défensive va en prendre un coup. Je vois pas Paul Le Guen sacrifier sa défense aussi facilement que ça, vu que c'est sa marque de fabrique et c'est ce qui a fait qu'on s'est sauvé l'année dernière et qu'on a eu les bons résultats aussi cette année. Est-ce qu'on va pas passer en 4-5-1? Mais là aussi, c'est la même chose. À partir du moment que tu as tes recrues offensives que tu voulais, donc Boutaïb, Ibnouba, et quand Jamal va revenir, se posera la question. Je pense pas qu'on ait fait venir Ibnouba pour l'indemnité de transfert qu'il y a eu, ni qu'on a Boutaïb avec le salaire qu'il a pour en mettre un des deux sur le banc, si c'est pas deux quand Jamal sera là. Je sais pas, toi, si tu veux mon avis, moi je pense qu'il va tenter le 4-5-1 dès la semaine prochaine, et contre Valenciennes, pardon, et il va mettre Ibnouba sur le banc. Voilà, allez, je me lance. Ouais, moi j'aimerais bien qu'il fasse un 4-3-3 quand même, avec un milieu lequel Richardson, avec un par exemple Alioui qui sort, et tu mets Abdoulaba en 8. Tu mets 2-6 en 8, et tu peux très bien mettre devant Cornet, Boutaïb, et puis Ibnouba sur un côté. Je pense qu'il serait pas si mauvais que ça. Hein. Il percute pas mal aussi. Hein. Mais après, c'est pas le même type que Thierry, mais c'est vrai que Thierry, s'il pouvait revenir pour le mettre en milieu gauche, ça peut être très bien également. Bon, on aura de toute façon les réponses assez rapidement, et juste pour info, on parle de Boutaïb et des changements dans l'effectif. Il a pris son jaune donc contre Dunkerque, et j'ai vu passer que ça le contraindrait à une suspension contre Amiens donc la semaine prochaine. C'est un jaune débile en plus. Hein. Ouais, mais comme souvent, moi, ça commence à m'exaspérer aussi un peu. Boutaïb parle énormément. Enfin, on le voit sur toutes les images. Il parle tout le temps, sans arrêt, en train de parler. Ok, c'est son profil, c'est son caractère, pas de souci. Mais des jaunes comme ça, il commence à en avoir pris beaucoup depuis qu'il est là. Hein. Alors, faudrait regarder s'il prenait beaucoup de jaunes aussi avant, quand il jouait dans le championnat de France. Mais ça fait déjà beaucoup qu'il prend sur réclamation ou sur protestation, etc. Bah là pour le coup, hein, je trouve quand même que c'est sévère, parce que c'est encore, tu sais, c'est les accrochages avant le botté du coup franc. Il l'avait, mais j'ai l'impression aussi que l'arbitre de samedi soir était pas d'un niveau exceptionnel et était souvent à contretemps dans ses décisions. Je pense que le carton jaune était un peu débile des deux côtés, mais peut-être que c'est pas que de la part des joueurs qu'il y a eu ça. Bon, ça va, comme c'était pas un match à niveau exceptionnel qu'il a eu arbitré, ça va.
Qu'est-ce que ça aurait été s'il y avait eu de l'intensité et qu'il y avait eu les décalages qu'on aurait bien voulu pour ouvrir un petit peu le jeu. C'était un petit peu dommage. Messieurs, au final, il y a pas grand chose à dire parce que de reste de cette deuxième mi-temps, la seule action que je retiens, moi, c'est la superbe passe de Lecal pour Boutaïb à la 83e qui reçoit le ballon de haut but, mais dont la frappe en pivot est sortie par Maraval. C'est à peu près tout ce qu'on a eu. C'est dommage de ne pas avoir été capable justement de forcer la décision. Fin de la série donc des 10 matchs sans défaite sur la saison. Fin aussi de la série des matchs invaincus à l'extérieur parce que la dernière c'était à Pau en février dernier. Donc ça faisait 11 matchs et là aussi c'est terminé. On va pas être plus alarmiste que ça. On se doutait bien que cette défaite allait arriver. On aurait peut-être juste aimé avoir une défaite à la Paris FC avec de l'engagement et une volonté de la part des joueurs d'essayer de forcer les décisions, que là on a bien senti qu'il n'y avait pas grand-chose à faire et que les joueurs au final sont restés assez impuissants dans leurs intentions. Ouais, bah, j'avais même 2 petits tops côté Havre. Hein. Moi j'avais Baldé Bourrin, les deux mêmes avec qui étaient généreux dans les efforts. Franchement, s'ils n'étaient pas là hier soir, c'était même plus de l'ennui. Hein. Même Cornet, j'ai bien aimé à chaque fois qu'il essayait de prendre le ballon, c'était soit pour essayer de casser une ligne défensive ou bon, c'était difficile parce qu'il était tout seul, mais il a essayé quand même. Je l'ai vu 2-3 fois essayer de prendre le ballon, essayer de casser des lignes, mais c'est pas. Ouais, c'est que c'est une équipe, c'est 11 joueurs, hein, c'est pas 3 quoi. Toi, Romain, t'avais dit quoi, toi, quand top et flop, justement, où t'avais été approuvé, on va dire, par Ronan, ton cher ami canadien? Alors moi, j'avais mis Fofana, Baldé et Fontaine parce que quand il est là, on gagne. Donc voilà. Mais non, mais sinon, j'avais bien pensé à Boura aussi. C'est vrai qu'il m'a plu aussi sur ce match. Alors effectivement, les deux petits jeunes là sur les côtés, ils apportent presque plus qu'un Oumout Merash en 2 saisons là. Donc non, ils apportent pas mal. Même Boura, quitte à un peu trop se découvrir des fois. J'ai vu que on était obligé d'aller prendre son poste sur quelques actions pour contrer les quelques actions, quelques contres de Dunkerque. Mais bon, au moins il apporte offensivement et non, les deux et Baldé, on sent qu'il commence vraiment à se sentir à l'aise sur son côté droit là et ça fait du bien de voir ça. Ça faisait longtemps qu'on a vu des arrières comme ça, mais bon, comme l'a dit Quentin, c'est sûr que dans un match comme hier, bon, il pouvait pas tout faire tout seul, hein, c'est pas possible. Il a même essayé de frapper, hein, Bourrin. Franchement, sa frappe, elle partait plutôt bien en plus. Dommage, mais il a essayé de frapper et elle a été contrée par un Dunkerquois. Eh ben, en tout cas, on verra ce que ça donnera samedi prochain face à VA. On parlera peut-être de ça avec nos copains de Ningesphère pendant la semaine. Il y a de quoi faire parce que nous voudrons nous rattraper suite à cette contre-performance à Dunkerque. Et VA est dans la panade en ce moment. Ça se passe mal sur le terrain, ça se passe mal en dehors du terrain. On va y revenir d'ailleurs tout de suite avec la séance Activez-vous. Mes chers amis auditeurs, c'est à vous. Romain, donc tu as moissonné les réseaux sociaux la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Alors, on va commencer par une histoire extra-sportive puisque notre cher Pierre Ventier, vous savez, était passé par Valenciennes et il était en conflit avec son ancien club, en justice même. Et donc, Valenciennes a perdu en appel au prud'homme contre Pierre Ventier. Et il doit payer. Et donc, on a appris que Valenciennes devait payer une somme rondelette de 463 000 € à Pierre Ventier. Ce à quoi ajoute John Kenzo, il peut prendre sa retraite anticipée, il a de quoi voir venir. Merci pour tout, Pierre. On lui posera la question éventuellement si on arrive à l'avoir. Après, je passe directement sur de l'analyse d'après-match avec Julien Lecacheur. Défaite logique et méritée, cela pendait au nez du hack depuis plusieurs semaines. Maintenant, soit cette défaite permet au groupe de se remobiliser, soit c'est le début du trou d'air. Un classique automnal pour les Havrais. Dommage, mais peut-être nécessaire. Nécessaire, je sais pas. Oui, la défaite inéluctable, c'est peut-être dur. Peut-être que contre Pau, on aurait pu l'avoir aussi. C'est peut-être plus comme ça, mais nécessaire, on n'est jamais obligé de perdre. Par contre, savoir comment on va réagir alors qu'on n'y était plus habitué depuis un petit moment, ouais, ça m'intéresse.
J'enchaîne avec Clément Duhac. Défaite physique ce soir. On a été mangé par Dunkerque là-dessus. Aucun second souffle après le but encaissé. On se hasarde à de longs ballons devant parce que notre duo au milieu est hors du coup. Il va falloir retrouver notre forme physique ou alors que Paul Le Guen fasse confiance au banc. Est-ce que c'était vraiment un problème physique samedi soir ? J'ai trouvé un peu. J'ai trouvé, comme je l'ai dit, pour moi les changements ont été faits tardivement et il y avait plusieurs joueurs cramés. Donc après ça peut arriver. Là, on a enchaîné pas mal de matchs. Je pense que depuis la trêve, donc je pense que ça va faire du bien de les faire souffler pour la prochaine trêve. Je sais pas, moi c'était plutôt. Je sais pas si c'est vraiment physique, c'est peut-être juste aussi une incapacité d'ailleurs, plus qu'une capacité à monter le rythme. Et je pense pas quand même que c'était, au moins en première période, même quand on a eu quelques occasions, on sentait quand même que c'était 1 à 2 crans en dessous de ce qu'on avait pu voir dans certains autres matchs. Je sais pas si c'était physique ou si c'est parce que les joueurs étaient pas inspirés ou si c'est parce que c'est le stade Marcel Tribu qui était pas à leur convenance. C'était peut-être ça aussi. Mais on a hâte quand même de voir la réaction. Mathieu Gorlegin, non-match, ça devait arriver. Espérons que Thierry revienne face à VA. Ouais, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Finalement, même si on n'aimait pas beaucoup Thierry ou parce qu'il tentait des choses, on ne savait pas ce qu'il fait des fois avec ses pieds, mais lui non plus d'ailleurs. Beaucoup, ça marche des fois. Ça marche. Allez, on avait un John Kenzo qui était très en forme après le match, donc je reprends son tweet. Il est 1h du matin, le gardien de but de Dunkerque vient de faire son premier arrêt de la soirée. Il s'est arrêté au stop qui se trouve à 100 mètres avant son domicile. Ça revient à ce qu'on disait, c'est vrai que jusqu'au but, mais même après, il a dû, je sais pas combien d'arrêts il a dû faire, peut-être 2, 3 peut-être maximum, mais c'est vrai qu'il n'a pas été excessivement sollicité. Encore un tweet de John Kenzo par rapport à l'analyse d'après-match de Paul Le Guen. Il y est là le polo que j'aime. On était plutôt dominateur. Ça, il reprend la phrase de l'analyse de Paul Le Guen. Bon, c'est vrai que peut-être que Paul Le Guen dit ça par rapport à la première mi-temps. Moi aussi, je les ai trouvés légèrement dominateurs sur Dunkerque en première mi-temps. Donc, mais sur l'analyse du match entier, non, c'est pas vrai. Non, je suis d'accord. Est-ce que c'est première mi-temps, le Dunkerque, pour moi, n'a pas existé. Ils nous ont regardé jouer pendant 45 minutes. Puis derrière, comme on a pris vague sur vague, donc on n'a pas joué. Est-ce que c'était une semi-purge, les amis? Ouais, je suis d'accord. Ouais. Moi, je suis d'accord. Ouais. Et Polo, comme d'habitude, l'avoue qu'à moitié alors. Et c'est normal, il est dans son rôle, il va pas dire non, on a vu un match de merde et franchement, je me demande ce que j'ai fait. Il est normal qu'il cherche à positiver au maximum de ce qu'ils ont vu et il reconnaît aussi d'ailleurs que ce qui s'est passé après l'ouverture du score, c'est pas bon du tout. Donc voilà, c'est plus il accepte d'avoir le pain noir sur la deuxième, mais il demande juste à avoir du pain blanc sur ce qu'il y avait avant. Bon, il est dans ce rôle. On va dire quand même que le match n'était pas abouti. Ça, par contre, on peut le reconnaître tous. Après, je vais nommer un de mes tweets, mais c'est parce que je voudrais parler de la réponse de Tyranner surtout. Donc j'avais mis ce qu'il manque au Havre depuis 2 matchs, c'est un vent d'énergie par rapport au sponsor qui a sur le maillot du Hack. Et ce à quoi Tyranner dit, il manque Thierry quoi. Je n'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Ensuite, allez, je termine par un tweet de François Manoury et son analyse. Dunkerque a remporté une victoire à la Havraise, un peu de réussite plus rigueur et solidité. Richardson dans le dur depuis quelques matchs. Papi Pnouba en difficulté techniquement. Boutaïb nerveux. Alioui n'arrive toujours pas à s'imposer. Je trouve l'équipe moins bien physiquement qu'entre Pau déjà. Il a tout dit, notre ami François. Il a bien résumé. Il a bien résumé beaucoup de choses qu'on a vues. On insistera quand même sur le fait que la défense est quand même solide chez nous, même quand elle a quelques faiblesses, et que Fofana a encore fait une très belle partie. On n'en parle pas parce qu'on a perdu, mais comme on a dit, il a encore sauvé la baraque 3 ou 4 fois. Chers amis éditeurs, merci pour vos commentaires glanés ici et là. Vous avez du talent et que ce soit après une victoire, un match nul ou une défaite, c'est toujours un plaisir de vous lire car il y a toujours de l'esprit. Nous allons maintenant attaquer un sujet que nous avions abordé la semaine dernière et que nous allons approfondir, l'affluence au Stade Océane. C'est parti.
Nous avons appelé cette partie les affluenceurs. Nous espérons que nous pourrons vous donner quelques arguments pour convaincre tonton, tata, votre cousin, vos amis, vos collègues de revenir au Stade Océane pour aller voir cette équipe qui, depuis le début de la saison, nous fait quand même plaisir. Mais quand on voit certains chiffres d'affluence, on se gratte un petit peu la tête. Mégane Fréchon, d'ailleurs, la semaine dernière, dans le Activez-vous, elle avait soulevé ce problème et on va revenir dessus. Il y a de l'envie. Les joueurs nous font plaisir, le public ne revient pas. Messieurs, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est grave, docteur, et est-ce qu'on va rester avec des chambrées confidentielles d'ici la fin de saison, ou est-ce que ça va enfin prendre et on va enfin avoir un chiffre, peut-être à 5 chiffres, pour les affluences du Stade Océane? Je voudrais commencer avec toi, Romain. Alors, bon, déjà, je pense qu'il faut oublier le match de Dunkerque. Hein, c'est un accident. Donc, pour moi, ça n'aura pas d'influence sur la prochaine affluence justement au Stade Océane contre Valenciennes. Même pas négatif, j'ai envie de dire, parce que le mal, j'ai l'impression, est un peu plus profond que ça. Bon, déjà, on paye le nombre d'années en Ligue 2, ça c'est clair. On paye, y a beaucoup de choses en fait. On paye un stade qui résonne très peu. On sent, enfin, l'ambiance a vraiment beaucoup de mal à se chauffer par rapport à. Je parle vraiment dans la configuration typique du stade, qui a rien à voir avec le stade des Chazos. Et donc le fait que voilà, c'est un stade, on le sait aujourd'hui, qui est trop grand pour un club comme le HAC. 25 000 places, c'est énorme. Pour remplir déjà ça, faut être en Ligue 1 pour moi. Et encore, je sais même pas si on arriverait à cette affluence, mais donc forcément ça sonne creux. Par rapport à l'équipe de cette année, c'est sûr qu'elle mériterait que les gens reviennent au stade. Par rapport à ce qu'elle donne, par rapport à l'image qu'elle renvoie, par rapport aux communions qu'on peut voir avec le COP, etc. Et ce qu'elle donne sur le terrain, quoi. On retrouve un peu notre ADN avec les jeunes de la KV, l'ADN du club. Mais pour moi, le mal est bien plus profond et voilà, le Havre, on le sait, n'a jamais été une ville de football et ces années en Ligue 2 font que même avec de bons résultats et quand on est dans les 5 premiers, malheureusement pour moi ça suffira pas. Quentin, même question que pour Romain. Comment tu vois, toi, l'évolution de l'affluence à venir dans les prochains matchs pour le HAC? Franchement, là, on va arriver en hiver. Ça fait pas mal d'années que je suis le Havre. Franchement, malheureusement, on va pas faire les 5 chiffres tout de suite. Je pense que les 5 chiffres viendra en fin de saison si on joue quelque chose. Malheureusement, je sais pas ce que ça va donner d'ici là. Après, si on a encore la baraka et qu'on arrive à enchaîner pas mal de séries de victoires, je pense qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose, au moins essayer d'aller chercher des playoffs. Mais si on joue les playoffs, c'est sûr que l'affluence reviendra. Après, je suis d'accord avec Romain quand il dit qu'on paye l'accumulation des années de Ligue 2, ça c'est sûr. Que le stade n'est pas conforme au Havre, ça c'est sûr également, parce que même à Deschazos, quand on voyait des actes Libourne en mois de janvier, c'était même les mêmes affluences. Donc, moi je trouve que le public havrais aime bien aller au stade, mais pour fêter quelque chose et pas pour aller voir le Havre, malheureusement. Ouais, je voudrais juste rajouter les horaires, parce que finalement on était, enfin pas tous, mais c'est un vaste débat aussi entre le vendredi soir et le samedi soir. Il y a des pour, il y a des contre comme d'habitude. Et moi qui pensais être plutôt pour le samedi soir, je me rends compte avec le recul que le samedi soir à 19h, c'est pas si évident. Et franchement, avec le recul, et pourtant je faisais plutôt partie des pour le samedi soir. Et avec le recul, j'aimerais bien qu'on me remette du football le vendredi soir. Alors je vais peut-être faire crier beaucoup de monde, mais avec le recul et avec ma vie, voilà, l'organisation de ma vie. Alors là, je pense à ma vie personnelle. Finalement, le samedi soir, c'est pas si évident que ça. Et le deuxième argument que je voulais rajouter aussi, au-delà des 13 saisons de Ligue 2, je pense qu'on continue de payer l'ennui de la saison dernière. C'est fou de dire ça,
parce que c'est plus du tout la même équipe et c'est plus du tout le même jeu sur le terrain. On est bien d'accord. Pour les gens qui suivent le hack, on le voit, on le sait. Mais pour les gens qui sont un petit peu plus extérieurs à ça, ça reste dans la continuité de la saison dernière, dans leur tête en fait. Oh ouais, le hack, l'année dernière on s'est fait chier, c'est ennuyeux, etc. Alors que c'est pas vrai cette année. Et du coup, je pense qu'on paye encore la saison dernière. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Je veux dire, on n'est pas des jeunes. Moi, pour ma part, je vais prendre 40 ans prochainement. J'ai juste envie de vous dire, dans votre vie de supporter à vrai, combien de fois vous vous êtes fait foutre de votre gueule par les copains au collège, par la famille, mais comment tu peux supporter le hack? On n'a eu que ça, des moqueries et là comme ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc ça, déjà, c'est un point qui fait qu'on n'a pas ce sentiment d'appartenance que tu peux avoir quand tu vas dans la région de Lens ou dans la région de Saint-Étienne, où c'est juste une évidence que tu sois supporter de ces clubs-là. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a la saison dernière, mais je vais remonter plus loin. Moi, ça fait combien d'années? 13 années de Ligue 2. 13 années de Ligue 2. Et sur ces 13 années de Ligue 2, combien de belles années? Deux à tout casser. Deux à tout casser. Deux à tout casser. Et encore, peut-être en cumulé. J'ai juste envie de vous dire, les gars, quand vous allez au restaurant, qu'on vous sert de la daube pendant 10 ans, vous y allez pas. Ensuite, vous apprenez, il y a quelque chose qui a changé il y a 3 ans. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont changé la carte? Non, ils ont augmenté les prix. Donc ça vous donne encore moins l'envie d'aller. On en revient là à la genèse des activistes au numéro 0 de la première saison, où on parlait des prix qui avaient flambé l'année d'avant pour des résultats qui étaient pas bons. L'année dernière, il y a eu ce qu'on a eu, ça a été nullissime. Quand vous avez un restaurant qui vous sert quelque chose de fade pendant 12 ans de suite, y a quelqu'un qui va et lui dit « Oh, j'ai trouvé ça bon ». Vous levez un sourcil, vous dites « Ouais, c'est ça ». Et il faut quand même qu'il y ait plusieurs personnes qui viennent vous dire « Ouais, non mais c'est bon, ça a changé, c'est nouveau, faut que tu y retournes, faut que tu y ailles voir ». Et avant que vous y allez effectivement remettre un doigt dans le petit bassin, va vraiment falloir qu'il y ait plusieurs personnes qui vous disent « Oui, il faut y aller ». Alors forcément, quand la chambrée, maintenant, elle est plus composée que des fidèles, déjà ça vous incite pas à les écouter parce que dire oui mais eux c'est vraiment des acharnés, donc oui je comprends bien. Par contre si c'est quelqu'un qui va pas souvent et qui vous dit la même chose, là vous allez peut-être avoir plus tendance à l'écouter. Donc il y a déjà ce sentiment là. Ensuite on voit bien que autour du stade il y a quelques animations, il y a des choses qui se font pour essayer d'attirer les familles, mais ensuite on en revient à ce que tu disais Romain, c'est qu'ensuite les gens aussi, faut pas oublier, les gens ils avaient pris l'habitude de la Ligue 2 le vendredi. Ils ont pris leurs habitudes, donc ils ont fait leur vie pendant 13 ans avec ces habitudes-là. Et c'est vrai que je te rejoins sur le fait que dans l'organisation de la vie familiale, on a tendance à dire, le vendredi c'est la sortie loisir détente personnelle, et que s'il y a sortie le samedi soir, c'est plutôt la sortie familiale, c'est-à-dire on va prendre les gamins, on va aller au cinéma, on va peut-être aller manger une glace, on va se faire un McDo, et voilà, et c'est plus ça comme ça. Alors surtout, le samedi à 19h, quand t'as eu ta vie à faire, que t'as pas pu faire ce que t'as à faire dans la semaine, et que t'as que ton samedi pour faire les courses, emmener les gamins au foot, emmener les gamins aux activités, et rentrer à la maison vite parce qu'à 18h30 faut être à la maison parce qu'il faut pas être en retard. Même peut-être que justement les matchs auraient lieu ne serait-ce qu'à 20h, peut-être que déjà ça changerait un petit peu la donne. Ensuite, il y a toujours le débat, ceux qui travaillent pas le samedi. Ça, il y aura de toute façon, quels que soient les horaires, il y aura toujours des absents pour cause d'obligations professionnelles, même si les matchs ont lieu à n'importe quelle heure. Il y aura toujours ça. Mais c'est surtout, il faut rechanger les habitudes des gens sur un terreau qui était peut-être pas fertile à la base. Donc, c'est plusieurs choses qui font que la bataille de l'affluence va se faire. Et peut-être que par contre, ça c'est un appel que je fais aux dirigeants du club, peut-être que remettre les gamins des écoles dans le stade, ça peut être une possibilité pour repréparer la génération d'après, parce que là, ça fait quand même 12 ans, on a peut-être une génération qui est complètement perdue pour la suite, et cette génération-là, on va se la traîner pendant 30-40 ans pour ceux qui vont rester sur le Havre. Donc il faut faire revenir les gamins dans le stade,
de manière massive pour semer les graines d'une affluence possible et de supporters futurs. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de discuter avec et même d'inviter dans notre émission des jeunes de la génération, on va dire de la vingtaine. Nous, comme tu l'as dit, on est plutôt sur 40, donc on a connu les années fastes, les années 90 du hack, etc. Mais c'est vrai que pour ceux qui suivent le hack que depuis les années 2000 et même on va dire après 2010, bah c'est une vraie misère quoi. C'est une vraie misère. Ils connaissent pas ce club que nous on a connu avant avec voilà ces victoires et ces parcours en D1 etc. Bon, on a connu d'autres choses aussi, mais il y a quand même eu des belles années. Et nous, je pense que quelque part au fond de nous, on se raccroche à ça. Moi, ce qui me fait suivre le hack aujourd'hui, c'est que j'espère un jour revivre ce que j'ai déjà vécu en fait. Moi, je fais partie de ces supporters-là hein, des années 2000, parce que j'étais voir mon premier match du Havre en 2005. Mais c'est vrai que on attend qu'une chose, c'est de monter en Ligue 1 et puis faire un parcours, enfin faire quelque chose. Mais ouais, moi je suis complètement d'accord avec vous. Hein. Moi, c'est vrai que le vendredi soir, j'avais mon habitude de faire ma journée, aller au stade le vendredi soir. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu tôt, 19h. Je suis d'accord avec toi, Gilles, dans le sens où en fait, tu fais ce que tu as à faire le samedi et puis c'est beaucoup trop tôt. Le match il est beaucoup trop tôt et les gens se cassent pas la tête à aller voir à se presser pour aller voir le hack. En fait, 19h, faut quelque part organiser ta journée pour être sûr d'être au stade. Allez, aux alentours de 18h30, mais après, moi, j'aime bien personnellement avoir l'avant-match, etc. Mais allez, 18h30, ça veut dire qu'il faut que tu organises toute ta journée pour espérer être au stade à 18h30. Et ça, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Moi, je suis d'accord. Après, on peut aussi parler des grilles, enfin des tarifs. Je trouve que les gens aussi se disent allez 45 € pour 3 places pour aller voir le Havre sur le côté. Malheureusement, ça fait cher. Après, derrière les buts, malheureusement, c'est souvent dans le COP, les gens se pointent plus de la tête d'y aller. Et ils vont en face, malheureusement. Pour moi, il faut voir les grilles, les deux travées du haut. Peut-être qu'on fera un peu plus de chiffres. Après, c'est pas évident non plus. Moi, je sais que quand je travaillais au Havre, les gens étaient contents d'aller voir le Havre en travée haut. Après, c'est mon point de vue. En tout cas, on va laisser maintenant les armes au service billetterie du hack. Voilà ce que nous avons. Si vous avez un avis, vous aussi, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser un message sur Actu. On va vous laisser ça aussi dès la diffusion de l'émission pour que vous puissiez nous faire des retours. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie des nouveaux épisodes. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr ainsi que sur notre site actu.fr. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes et en attendant, allez le hack et allez le Havre. Merci.